La compréhension orale est la première épreuve des épreuves collectives. La compréhension orale consiste à écouter des documents audio et à répondre à des questions qui portent sur ce document. Les thèmes pour les audios sont les thèmes du DELF B2 comme l'environnement, le travail, la santé, l'éducation, les nouvelles technologies, la francophonie, etc. La forme des audios peut être des interviews, des discussions, des débats, des bulletins d'information. Comme vous le savez, il y a actuellement deux formats du DELF, l'ancien format et le nouveau format. Jusqu'à 2023, les deux formats sont possibles. Mais comme vous le savez, je l'ai déjà dit, ce n'est pas vous qui choisissez si vous allez passer l'ancien format ou le nouveau format. Cela dépend de votre centre d'examen. Nous allons voir tout de suite quelle est la différence entre les deux formats concernant la compréhension orale du DELF B2. Pour l'ancien format, vous aurez deux exercices. Les questions seront des questions ouvertes, des vrais ou faux avec justification et des questions à choix multiples. Alors que pour le nouveau format, vous aurez trois exercices et les questions seront uniquement des questions à choix multiples, des QCM. Il est très important, même essentiel, de s'entraîner un maximum à la compréhension de l'oral. Cette épreuve n'est vraiment pas une épreuve facile parce que souvent, donc, ce sont des audios authentiques et il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Ce sont des thèmes peut-être que vous ne traitez pas dans la vie quotidienne. Ensuite, parfois, la qualité n'est pas très bonne, mais ça, c'est normal. C'est parce que pour préparer l'examen, ils choisissent des audios qui ont parfois une mauvaise qualité. Il y a du bruit derrière parce que parfois c'est des interviews dans la rue, donc il y a la personne qui parle et il y a un bruit dans le fond. Donc c'est très important de bien se préparer à cette compréhension de l'oral parce que je rappelle que vous devez avoir au minimum 5 sur 25 à chaque épreuve pour pouvoir réussir le DELF. Enfin, pour ne pas être éliminé. Il faut avoir plus que 5 sur 25, mais si vous avez moins de 5 sur 25, vous serez directement éliminé. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se passer. Si vous regardez cette leçon, c'est que vous êtes en train de vous préparer au DELF B2, donc ne paniquez pas. Je vais vous donner un site internet qui est vraiment génial pour pouvoir se préparer à la compréhension orale du DELF B2. Vous le connaissez peut-être déjà. Ce site internet s'appelle RFI, Radio France Internationale. Et sur ce site internet, il y a des exercices à la compréhension de l'oral du DELF B2 et vous pouvez donc faire ces entraînements. Il y en a une quinzaine, je crois, sur des thèmes du DELF B2. Et donc, vous avez les questions, l'audio et la correction. Donc, vous pouvez travailler en autonomie. Donc, je vous recommande grandement ce site internet. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice de compréhension de l'oral. J'ai choisi un ancien format. J'ai trouvé le sujet sur le site de France Éducation Internationale. France Éducation Internationale est l'organisme qui s'occupe de préparer et de créer le DELF et le DALF. Sur leur site internet, vous pouvez trouver des exemples, nouveaux formats et anciens formats. Donc, je vous invite à aller visiter ce site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, le sujet de notre exercice de compréhension de l'oral est la propagation des virus dans les hôpitaux. Avant de commencer notre exercice, je vais vous rappeler la méthodologie à utiliser pour l'exercice de la compréhension de l'oral. Tout d'abord, vous allez avoir 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous allez écouter l'audio. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Ensuite, vous allez écouter une seconde fois l'audio et ensuite, vous aurez 5 minutes pour répondre aux questions auxquelles vous n'aurez pas encore répondu.
Voilà, alors on va commencer tout de suite. Un autre petit conseil, je vous conseille donc d'avoir une feuille de brouillon. Donc le jour de l'examen, on va vous fournir des feuilles de brouillon. Donc d'un côté, vous avez les questions avec le document officiel. D'un autre côté, vous avez une feuille de brouillon et je vous conseille de mettre la feuille de brouillon à côté de chaque question et de prendre des notes pour la première écoute, de prendre des notes pour chaque question. Donc, les questions sont dans l'ordre chronologique. Donc, vous prenez des notes, vous prenez des éléments qui vous aideront ensuite à répondre aux questions lors des 3 minutes et des 5 minutes. Donc, la première fois, vous avez 3 minutes pour répondre aux questions. Donc, vous répondez à un maximum de questions. Ensuite, il y a la seconde écoute. Donc, pendant la seconde écoute, il faut vous concentrer sur les questions auxquelles vous n'avez pas encore trouvé les réponses. Ensuite, pendant les 5 dernières minutes, vous regardez vos notes pour chaque question et vous répondez aux questions. Si, par exemple, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à répondre à une question, vous passez à la question suivante et vous gardez quelques minutes à la fin pour répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Si jamais voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille de choisir de répondre aux questions qui ont le plus de points. Vous savez que chaque question n'a pas le même nombre de points. Il y a des questions à 1 point, des questions à 0,5, des questions à 2 points, des questions à 2 points, 2,5 points. Donc, il faut être stratégique et il faut choisir en priorité les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Mais en premier, si vous pouvez répondre à toutes les questions, c'est vraiment le mieux, hein, répondre à toutes les questions possibles. Donc, avec le système, vous mettez une feuille de brouillon et vous écrivez à côté les éléments qui vont vous aider à répondre aux questions. Attention, souvent, dans les questions, ils utilisent des synonymes. Ils n'utilisent pas toujours les mêmes mots que vous entendez. Ce sont des synonymes. Donc, il faut vraiment être très concentré. Et donc, c'est chronologique. Donc, concentrez-vous sur chaque question. Et si vous vous concentrez sur chaque question, ça vous aidera à être beaucoup plus précis. Voilà, c'est parti. On va en premier lire les questions. Donc, c'est parti pour 1 minute pour lire les questions. Maintenant, nous allons faire la première écoute. Je vais laisser les questions à l'écran et vous pouvez aussi trouver dans la description les questions, le document pardon, avec les questions. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement ? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait, puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous
vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, voilà. À cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains, et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le Chagrin. Et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité, la bactérie staphylocoque par exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient, et qu'en pratique, la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches, et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui est très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes, et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant, et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel. Et moi je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important, parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle en tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Ça sera pas possible. Je pense qu'il faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses, et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup Michel Drancourt d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. Et maintenant, 3 minutes pour répondre aux questions. Alors, je vous laisse mettre pause à la vidéo. Vous prenez votre téléphone et vous mettez une alarme. Après 3 minutes, vous mettez un chronomètre pendant 3 minutes, et après, vous pourrez appuyer à nouveau sur la lecture de la vidéo. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux, et ces travaux confirment vos propres observations.
Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait. Puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, à cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le gène. Et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité, la bactérie Staphylocoque par exemple qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient et qu'en pratique la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches, et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui est très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel et moi je dirais que dans ce sens-là la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça c'est le patient lui-même, c'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour
pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle En est tout faite pour cas, protéger. pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Hein. Ça Non, sera je pas pense qu'il possible. faut en maintenant. limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup Michel Drancourt d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. Vous avez maintenant 5 minutes pour répondre aux questions. Donc pareil, vous prenez votre téléphone portable, vous mettez le chronomètre, 5 minutes, vous arrêtez cette vidéo et ensuite on va faire ensemble la correction. Donc mettez bien 5 minutes, utilisez bien ces 5 minutes pour répondre aux questions. Voilà, les 5 minutes sont terminées. Normalement, le jour de l'examen, vous allez avoir un autre exercice. Si c'est l'ancien format, vous avez 2 exercices. Mais là, aujourd'hui, on s'arrête ici, on fait seulement un exercice. Donc, on va passer maintenant à la correction. Je vais vous mettre la correction également dans la description, ainsi que la transcription, si vous avez besoin de lire et de réécouter à nouveau cet audio pour pouvoir bien pratiquer, bien vous entraîner. Mais maintenant, on va passer à la correction et vous allez voir pour chaque question combien de points vous avez obtenus. Voilà, notre leçon est maintenant terminée. J'espère que cela vous a aidé à bien pratiquer la compréhension de l'oral. J'espère que la méthodologie est plus claire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aide d'avoir une feuille de brouillon à côté du document officiel pour prendre des notes. C'est très important d'être stratégique le jour de l'examen. Aussi, un petit rappel, bien sûr, le jour de l'examen, n'oubliez pas d'apporter une montre. C'est très important pour pouvoir contrôler votre temps pour les 4 épreuves. Voilà, je vous souhaite une très belle préparation. Je m'excuse pour le bruit qui est à côté de moi. Il y a mon fils qui est en train de jouer et malheureusement, j'avais seulement ce créneau-là pour pouvoir enregistrer la vidéo. Et je sais que vous êtes nombreux à attendre des vidéos de l'entraînement du DELF. Et ça vous habitue également à écouter une personne parler avec du bruit dans le fond parce que le jour de l'examen, ça sera des audios comme ça avec un peu de bruit autour. C'est comme ça dans la vraie vie. Malheureusement, je n'ai pas un studio d'enregistrement. Voilà, je vous souhaite une très belle préparation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À très vite.